Hey guys, j'espère que vous allez bien, que vous soyez en train de ramasser les décorations de la veille, pas encore bien réveillé, avec votre tasse de café à moitié entamée dans la main, ou que vous regardez d'un œil dépité la quantité astronomique de messages de bonne année que vous avez laissés en stand-by depuis hier minuit. Toute l'équipe du Planning Pastel vous souhaite une belle année 2024. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4. Vous commencez un petit peu à me connaître, et donc vous vous rendez peut-être compte que j'ai une nouvelle obsession environ tous les 2 jours. Bon, en vrai, ma nouvelle obsession, c'est l'anime Buddy Daddies, so allez le regarder parce que j'ai besoin de personnes avec qui en parler, et c'est beaucoup trop bien. Mais n'ayant pas réussi à glaner suffisamment d'informations sur l'histoire de 2 tueurs à gages qui adoptent une gamine de 4 ans, on va parler du FBI, donc gros changement d'ambiance, et de celui que les États-Unis désignent comme, je cite, le plus grand salaud d'Amérique. Bon, déjà ils sont vachement positifs pour penser qu'un seul homme peut être l'unique salaud de ce continent, but okay if you want. Autant commencer par le commencement, qu'est-ce que le FBI? I know that vous êtes tous des grands fans de Mindhunter, sinon devenez-le, c'est une très bonne série. Et que vous savez, mais on va quand même refixer les bases. Le FBI, de son nom complet, le Federal Bureau of Investigation, traduit comme Bureau fédéral d'enquête en français, et aux États-Unis, le principal service fédéral, c'est-à-dire que c'est le principal service dont la juridiction s'applique à tous les États. Qui s'assure donc de missions de police, mais aussi de renseignement intérieur. Il a été créé en 1908 sous le nom de Bureau of Investigation. Waouh, j'ai fait aucun effort sur le bureau, mais vous avez compris, qui peut se traduire en français comme Bureau des enquêtes, tout simplement, par le petit-neveu de Napoléon Ier, soit Charles-Joseph Bonaparte Patterson. J'étais choquée parce que je savais pas du tout ça. Bref, et il adoptera le patronyme qu'on connaît de FBI qu'en 1935, en même temps que d'autres grandes évolutions, notamment la création du FBI Laboratory, c'est-à-dire une division de police scientifique. Et il faut noter que toutes les grandes évolutions du FBI concordent avec l'arrivée à sa tête de John Edgar Hoover, et oui, c'est lui, le plus grand salaud d'Amérique. John Edgar Hoover, plus sobrement nommé Edgar Hoover, parce que quelle idée de s'appeler à la fois John et Edgar, fais un choix mon ref, est né le 1er janvier 1895 à Washington DC. Il est le fils de Dickerson Naylor Hoover, un imprimeur à la santé mentale fragile, qui mourra dans un hôpital psychiatrique en 1921, soit, si mes calculs de mauvaise matheuse sont corrects, quand Edgar avait 26 ans. Cependant, les diverses sources que j'ai pu consulter sont un peu taiseuses à propos du père d'Edgar parce que, on va être honnête, c'était pas la figure parentale la plus importante de sa vie, au contraire de sa mère. Freud en sueur face à cette information. Donc sa mère, Anna Marie Schilling, éduque son fils quasiment seul et selon des valeurs traditionnelles qui vont marquer profondément la perception de la vie et la manière d'être d'Edgar, y compris dans la façon dont il va gérer le FBI. C'est-à-dire qu'il représente à lui seul l'Amérique solide et bien pensante, celle qui se dévoue corps et âme à la famille, la religion et la patrie. Donc si vous voulez, Edgar, pour vous le représenter, c'est vraiment la figure du WASP par excellence. Alors WASP, sachez que je ne savais pas ce que ça voulait dire il y a plus de quelques semaines. Ça veut dire White Anglo-Saxon Protestant. Donc voilà. Et donc du coup, c'était vraiment les valeurs qui étaient partagées, notamment par l'Amérique par les États-Unis de sortie de guerre. Et à propos de sa mère, encore une fois, Edgar vivra avec elle jusqu'à ce qu'elle décède en 1938, soit quand il avait 43 ans. Entre-temps, Edgar fait quand même pas mal de choses, c'est-à-dire qu'à la sortie du lycée, pas de Parcoursup pour lui, il suit des cours du soir à la faculté de droit de l'université George Washington, tandis qu'il travaille en journée comme bibliothécaire à la bibliothèque du Congrès. Soit dit en passant, j'ai moi aussi un job étudiant, mais il est pas aussi cool, hein, clairement, je travaille pas pour le Congrès ou l'Assemblée nationale, j'aimerais bien, mais non. En 1916, il obtient son Bachelor in Law, soit l'équivalent d'une licence de droit, et en 1917, il obtient son Master in Law, donc son Master de droit. Jusqu'ici, vous vous dites peut-être comme moi qu'Edgar, il travaille à côté de ses études, c'est vraiment un self-made man, un modèle de méritocratie à l'américaine, qu'on a envie de faire un film sur lui. Ouais, attendez un peu, calmez vos ardeurs. Hein. Il entre dans le circuit du ministère de la Justice le 26 juillet 1917, soit la même année que son diplôme, sous recommandation de son oncle qui est juge, et à mon avis, c'est pas n'importe quel juge, puisqu'on parle pas d'une entrée dans le tribunal du coin, on parle d'une entrée au ministère de la Justice. Voilà, moi j'ai pas mes entrées perso, mais voilà, hein, si vous avez des noms, n'hésitez pas, je rigole. Après, on peut pas lui retirer le fait qu'il ait fait sa place, comme on dit dans le milieu. Choisissez de quel milieu vous voulez parler. Je ne veux être associée à aucune mafia.
puisqu'il devient le petit protégé d'Alexander Mitchell Palmer, donc le procureur général de l'époque, qui est aussi l'inventeur du péril rouge. Alors on va faire un petit focus sur le péril rouge. Qu'est-ce que c'était? C'était la peur du communisme qui a frappé les États-Unis à la suite de la révolution d'octobre. Qui a eu lieu dans l'Empire russe. Et donc du coup, c'est vraiment une peur du communisme qui est vraiment antérieure au macartisme. Donc on voit que c'est vraiment ancré dans l'Amérique moderne d'avoir peur de la gauche directement. Finalement, Edgar devient rapidement l'assistant spécial de Palmer, puis il est carrément promu à la tête d'une section chargée de l'enregistrement des ressortissants d'un pays ennemi, dans sa version originale, Enemy Alien Legislation. Il est si bon dans son boulot qu'il est carrément exempt de service pendant la Première Guerre mondiale pour rester auprès du ministère de la Justice. En 1921, il devient directeur adjoint du Bureau of Investigation et en 1924, à seulement 29 ans, il devient directeur du Bureau of Investigation. Après 7 mois d'intérim, alors les 7 mois d'intérim, c'est parce que l'ancien directeur avait eu des problèmes de corruption, etc. Donc voilà, il y avait eu Edgar pour tenir sa place pendant un moment, puis on avait dit ouais, mais tu bosses bien, let's go. Et vraiment devenir directeur de l'ancêtre du FBI à seulement 30 ans, ça, c'est les mêmes vibes que Bernard, qui devient membre de la diplomatie à 20 ans. Comment vous faites? Donnez-moi vos ficelles professionnelles, hein, moi aussi je veux cet avenir. Quoi qu'il en soit, en sa nouvelle qualité de directeur du Bureau of Investigation, donc John Edgar Hoover commence ce qui deviendra la jeunesse de sa très, pour certains, trop longue carrière à la tête d'une agence fédérale américaine. Parce que si on additionne les années comme directeur du Bureau of Investigation de 1924 à 1935, puis sa place de directeur du FBI de 1935 à 1972, et 72 uniquement parce qu'il meurt, hein, sinon il serait resté, Edgar aurait exercé pendant 48 ans et aurait connu 8 présidents des États-Unis, soit, dans l'ordre chronologique, préparez-vous, Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, Dwight Eisenhower, j'arrive jamais à prononcer son nom, John Fitzgerald Kennedy, Lyndon B. Johnson et enfin Richard Nixon. Je vous fais grâce des dates dans ma grande clémence, et non pas parce que je ne les ai pas toutes. Si vous trouvez que c'est long, pour ceux qui devaient travailler avec Edgar, ou pire, pour lui, c'était encore pire. Et c'est pour cela qu'on trouve un certain nombre de plaisanteries à son sujet, en plus de certaines rumeurs sur lesquelles on reviendra plus tard. Parmi ces plaisanteries sur Edgar, le père, que dis-je, le dieu du FBI, on retrouve ces deux-là. Vous me connaissez évidemment, je vous les ai mises. D'abord, Clyde Tolson et Edgar Hoover sont à la plage. Clyde part en éclaireur, se retourne vers Edgar et crie « C'est bon patron, le rivage est dégagé, vous pouvez vous entraîner à marcher sur l'eau ». Ou encore, Clyde et Edgar se baladent et Clyde fait remarquer que les concessions des cimetières sont de plus en plus chères. Edgar lui répond « Ce n'est pas grave, achetez la vôtre, je louerai la mienne, je n'ai pas l'intention d'y rester plus de quelques jours. » Voilà, moi je dis, on ressent bien l'ambiance et la qualité des relations avec Edgar, hein. Ça se voit que c'est un type bien. Mais d'abord, qui est Clyde? Je ne sais pas si vous connaissez les perruches, les inséparables. Moi, ma mère m'a beaucoup raconté l'histoire de ces oiseaux qu'on ne peut adopter séparément. On est obligé de les adopter ensemble, sinon ils se laissent mourir. Et sans le côté Roméo et Juliette emplumé, Clyde, c'est un peu l'inséparable d'Edgar. C'est très beau ce que je viens de dire. L'auteur américain Truman Capote, je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était un mafieux, mais en fait, pas du tout, c'est un auteur. Je pense que je l'ai confondu avec Al Capone. Ce serait rigolo qu'Al Capone ne soit pas non plus un mafieux, mais écoutez, c'est les aléas du direct. Mais quoi qu'il en soit, Truman Capote les décrivait comme Johnny and Clyde, et je vais pas faire de remarques sur cette blague parce que j'aurais fait la même. Mais donc du coup, Clyde Anderson Tolson, puisque évidemment lui aussi a deux noms, est né le 22 mai 1900 et est mort le 14 avril 1975, donc 3 ans après la mort d'Edgar. Il a été directeur adjoint du FBI et a quitté ses fonctions à la mort d'Edgar en 72. Il est son plus fidèle bras droit, sans qui Edgar ne prenait jamais un repas et sans qui il ne partait jamais en vacances. Malgré son homophobie immodérée depuis les années 40, une rumeur courait selon laquelle Edgar et Clyde auraient une relation. Rumeurs mal étayées qui ont cependant été relancées quand Clyde a hérité de la propriété d'Edgar qui valait beaucoup d'argent, je crois que c'était 60 millions 60 millions de dollars, un truc comme ça, enfin bref, c'était très cher. Mais aussi quand il a accepté le drapeau américain qui drapait le cercueil d'Edgar après la longue cérémonie, vous savez. Voilà, on voit souvent la veuve pleurer et qui récupère le drapeau, bah là c'était Clyde. Aujourd'hui, ils sont enterrés à quelques mètres l'un de l'autre dans le cimetière du Congrès à Washington. Selon les auteurs, l'hypothèse est soit validée, soit soulignée ou encore rejetée. Parmi ceux qui n'y croient pas, certains soulignent qu'Hoover parlait de Clyde comme de son alter ego. Après, j'ai envie de te dire, vu que le mec menaçait
de lancer des rumeurs sur la prétendue ou avérée homosexualité de certains politiques comme le gouverneur libéral Adlai Stevenson. D'ailleurs, dans son cas, c'était faux. Uniquement dans le cadre de tactiques politiques venimeuses, il n'allait pas se vanter d'être en couple, hein, quand même. D'autres auteurs s'appuient sur certains témoignages pour refuser cette théorie. Par exemple, Mark Felt, un employé du FBI qui connaissait bien les deux hommes, disait que leur relation était simplement fraternelle. Voilà, même moi, j'arrive pas à y croire vu que je bégaye. Tandis que l'avocat Roy Cohn, associé d'Edgar pendant plusieurs enquêtes durant les années 50, affirmait qu'Edgar avait, je cite, trop peur de sa propre sexualité pour entretenir quoi que ce fût qui puisse s'approcher d'une relation sexuelle ou romantique. Vrai ou non, Edgar mettait beaucoup d'énergie dans la chasse aux sorcières qu'il menait contre tous ceux qui lançaient des insinuations à propos de sa sexualité. Et en soi, même ceux qui lançaient de telles insinuations, comme Truman Capote que je vous ai évoqué tout à l'heure, s'en fichaient un peu de savoir si c'était vrai ou faux. Le but, c'était seulement d'énerver le directeur du FBI. Et pour ça, je trouve que c'est très beau de voir que les adultes ne sont clairement pas matures. Après, il faut dire qu'Edgar était vraiment un sale type, qu'on aurait tous eu envie de mettre en run comme Truman Capote. Raciste, homophobe et sexiste, un homme qui a tout pour plaire, je sais, il n'hésitait pas à mettre ses propres considérations au sommet du bureau. En effet, il a par exemple ordonné le non-recrutement des femmes, estimant qu'elles, je cite, ne sont pas capables de se servir d'une arme, ce que tout agent doit faire, mais aussi le non-recrutement des personnes d'origine afro-américaine et hispanique, ce qui durera jusqu'à ce que Robert Kennedy, ministre de la Justice sous l'administration de son frère, le lui ordonne dans les années 60. Malgré tout, Ronald Kessler, un ancien journaliste d'investigation au Washington Post et auteur de nombreux ouvrages sur les services secrets des États-Unis, dont The Secret of the FBI, désigne Edgar Hoover comme un véritable Dr Jekyll et Mr Hyde, en ce sens qu'il a créé l'une des agences de renseignement les plus admirées de la planète, comme en témoignent les incomptables séries et films dont le FBI est le héros principal, parce qu'il aurait développé des techniques pionnières d'enquête, notamment le laboratoire du FBI, les premiers systèmes de fichage, le fait de recourir aux empreintes digitales dans les enquêtes par exemple, et aussi qu'il aurait insisté pour que ces agents ne recourent pas à la violence et informent les suspects de leurs droits avant chaque interrogatoire, et cela bien avant que la Cour suprême ne rende la pratique obligatoire. Parce que oui, ça peut sembler totalement logique en fait, mais j'ai lu pas mal d'articles qui disaient qu'en fait, aux États-Unis, avant l'entrée au pouvoir d'Edgar Hoover au FBI, du coup, pas forcément le bureau d'enquête, mais les marshals, par exemple, étaient très connus pour tabasser les suspects, en fait. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et de plus, malgré son racisme que l'on a pu constater au recrutement des agents, il a activement participé au démantèlement par le FBI du Ku Klux Klan. Donc, vous connaissez tous le Ku Klux Klan. Et à la conduite de certains de ses membres devant la justice. Sous ses ordres, le FBI a connu de nombreuses gloires, notamment dans les années 30, grâce à l'arrestation de criminels célèbres tels que Charles Floyd, dit Joli Garçon, Lester Gillis, aussi connu sous le nom de Visage de bébé, ou encore Kelly, surnommée la mitrailleuse. Il n'y a pas à dire, malgré tous mes efforts, je n'aurai jamais le capital humoristique des surnoms de gangsters des années 30. Le FBI a aussi mis sous les verrous Bonnie Parker et Clyde Barrow, oui, les fameux et uniques Bonnie and Clyde, ou encore John Dillinger, des pilleurs de banque et adeptes de l'enlèvement contre rançon. Durant cette décennie, le FBI devient donc indispensable et surtout sert de modèle à toutes les polices américaines en matière de répression contre le crime. Image qu'Edgar entretient via les journaux, les séries télévisées, les visites guidées du siège du FBI, etc. Son image d'ailleurs compte tout autant que celle du bureau, vu qu'il a créé un service spécial chargé de répondre aux lettres des admirateurs et de dédicacer des photographies de lui, qu'on agrémentait de petits commentaires sur sa personne. Par exemple, un beau matin, vous voulez aller chercher votre courrier, je sais pas, vous aviez envoyé une lettre d'admirateur au FBI et vous recevez un courrier qui dit voici une petite photo d'Edgar Hoover, sachez que son plat préféré c'est les spaghettis à la bolognaise. Je sais pas si c'était ça, mais c'est juste un exemple. Malgré cette belle image du FBI, tout dérape en 1936. Enfin, pour être plus précise, la porte est ouverte en 1936 quand le président Roosevelt convoque Edgar Hoover à la Maison-Blanche et lui donne l'ordre verbal, la seule transmission que l'on n'aura jamais provenant de la main du directeur du FBI, d'enquêter sur les communistes et les fascistes qui menaceraient les institutions américaines. Sans vous faire un cours d'histoire, je vous rappelle juste qu'à cette époque, Hitler est déjà au pouvoir en Allemagne, la terreur stalinienne débute en URSS, Mussolini a établi officiellement l'alliance politico-militaire entre Berlin et Rome, et l'Espagne est en plein dans sa guerre civile qui conduira à l'arrivée au pouvoir de Franco.
Je sais, une très bonne ambiance, et encore, là je ne vous parle que de l'Europe. Mais il existe aussi des tensions du côté du Pacifique où le Japon, fasciste de l'empereur Hirohito, tente d'imposer sa puissance sur toute la zone, en ayant déjà commencé par la Corée et la Mandchourie. En 1939, l'ordre est de nouveau donné et cette fois il est écrit par la Maison Blanche. Hoover fait fi des limites posées par la Constitution, rien que ça, puisque qu'est-ce qu'on en a à faire de la Constitution finalement? Le fichage étant son allié le plus précieux, un art dans lequel il excelle, il ne fait pas que surveiller les ennemis de l'Amérique, entendez ici les communistes et les fascistes, mais il y ajoute les résidents étrangers, puis les citoyens des États-Unis qui, selon lui, peuvent nuire aux intérêts du pays. Je répète, selon lui, puisque plus partial, tu meurs. Le règne de l'écoute du FBI n'a pas de limite et se trouve d'ailleurs justifié par la sécurité nationale, évidemment. Le FBI a ainsi reconnu bien plus tard qu'en 1953, il a posé en moyenne 52 micros, puis qu'il en a posé 99 en 1954, montant jusqu'à 102 en 1955. Et ce que je vous dis là a été révélé au grand public par John Dean, un ancien conseiller de Nixon durant la commission sénatoriale d'enquête qui a fait suite au scandale du Watergate. Or, si John balance la vérité au sénateur une fois que Richie se fait prendre la main dans le sac en train de commettre un acte illégal, voilà, et que la commission Church instituée en 76, de 75 à 76 révèle le programme Quantel Pro, soit un vaste programme illégal d'écoute de très nombreuses personnalités politiques telles que les 8 précédents présidents, mais aussi les actes de pression sur les leaders politiques, notamment du mouvement des droits civiques, comme Martin Luther King, ou encore un fichage illégal des opposants à la guerre du Vietnam de la part du FBI. Tout ceci se révèle être un véritable secret de polichinelle puisque l'entièreté du monde politique était au courant des techniques plus que discutables utilisées par Edgar Hoover. Alors, pourquoi tous les présidents l'ont maintenu à la tête du FBI jusqu'à faire disparaître pour lui l'âge de départ à la retraite? Pourquoi même la famille Kennedy, avec qui les relations étaient plus que tendues, l'a-t-elle maintenu à la tête de ceux que l'on désignait comme les incorruptibles? Alors, petit rappel, les incorruptibles, c'était le nom qu'on donnait aux agents du FBI. Et tout simplement parce que Edgar savait. Qu'est-ce qu'il savait? Il savait tout, tout le temps, sur tout le monde. Grâce à ces fichiers marqués personnels et confidentiels qui se comptabilisent au nombre de 400 000, Edgar était un véritable closer ambulant. Dès qu'un renseignement défavorable sur une personnalité en vue de la société américaine émergeait, il le savait, il le fichait et il l'utilisait à son avantage. Qu'il s'agisse d'écarts vis-à-vis de la loi, du monde de la finance, de l'institution du mariage ou d'homosexualité, sa troisième obsession après le communisme et le maintien de la sécurité nationale, visiblement, Hoover est un véritable maître du chantage. L'existence de ces dossiers, summum de l'illégalité, n'était donc jamais compris dans les dossiers officiels du FBI et restait maintenu dans 9 pièces attendantes à son bureau et placé sous la garde de sa secrétaire personnelle, Hélène Gandhi. On dirait qu'on parle d'un méga trésor, mais vraiment, Edgar était tellement obsessionnel, ça me tue. Longtemps resté au stade de simple rumeur, l'ombre des dossiers d'Edgar, comme on a pris l'habitude de les nommer, a tout de même hanté longtemps la société américaine, conduisant Richard Nixon, qui selon Edgar se résumait à, je cite, un falot minable même pas foutu de réussir son incursion nocturne dans les immeubles du Watergate qui a cru pouvoir se passer de l'habilité du FBI. Donc ce même falot minable s'est exclamé en plein scandale du Watergate, merde alors, il avait des dossiers sur tout le monde. La réalité des dossiers n'a été rendue certaine qu'à la mort de Clyde Tolson en 1975 et par la découverte par les agents du FBI de dossiers qui auraient été très préjudiciables pour la Maison-Blanche et l'administration de Nixon, s'ils avaient été révélés, et qui étaient restés tout ce temps entre les mains du fidèle compagnon d'Edgar. Je sais la question que vous vous posez, soit alors de quoi parler les dossiers en règle générale. Tant mieux pour nous. Dans son livre J. Edgar Hoover, L'homme et ses secrets, l'auteur Curtis Gendry nous les laisse entrevoir. Il écrit, je cite, « Leur contenu comprenait du matériel de chantage sur les patriarches d'une dynastie politique américaine, ses fils, leur épouse et d'autres femmes. Des allégations de 2 arrestations homosexuelles que Hoover a divulguées pour aider à vaincre un candidat démocrate spirituel et courtois, les rapports de surveillance sur l'une des premières dames les plus connues d'Amérique et ses amants présumés, hommes et femmes, blancs et noirs. » Alors, je vous fais une petite pause dans la citation, juste pour vous dire qu'ici, il faut entendre Eleanor Roosevelt, donc la femme du président Roosevelt, pour qui Hoover avait une véritable détestation, puisque une femme qui ose prendre parti pour des causes, en plus des causes démocrates, oh mon Dieu, tuez-le. Mais voilà.
donc je reprends ma citation, ainsi que des fichiers de célébrités avec tous les ragots peu recommandables que Hoover pouvait amasser sur certains des plus grands noms du show business. Et parmi ces célébrités, on pouvait compter Charlie Chaplin, qu'Hoover a accusé de diffuser des films communistes, mais aussi Marilyn Monroe, pour des raisons faciles à deviner du fait de sa liaison connue de tous avec JFK. À propos de la famille Kennedy d'ailleurs, je me dois de vous faire un petit commentaire. La détestation profonde qu'Edgar Hoover éprouve à leur rencontre remonte même au père, donc Joseph Kennedy. Les secrets, il a pu en remplir des bibliothèques à propos de cette famille, entre le passé pro-nazi de Kennedy père, ses relations étroites avec la mafia et ses nombreux adultères, il y avait de quoi faire. Cependant, les fils, John et Robert, donc, n'ont pas été bien plus discrets sur leurs secrets susceptibles de faire scandale. Surtout JFK, là, c'était vraiment, on lit des choses, c'est affligeant. En dehors de l'utilisation de la mise sur écoute de plusieurs centaines d'Américains, dont des personnalités donc, faisant passer le FBI de pouvoir de police à un pouvoir de quadrillage de la société américaine qui viole allègrement la Constitution américaine, on en a même une preuve puisque sur 19 700 dossiers de sécurité intérieure instruits par le FBI sous l'ère Hoover, 19% concernaient des opérations de chasse aux sorcières et seulement 4% débouchèrent sur des condamnations effectives. La commission Church, dont je vous parlais plus tôt, a effectivement constaté que les travaux d'enquête fédérale menés sur les assassinats de JFK et Martin Luther King étaient marqués de graves déficits. Enfin, on sait aujourd'hui qu'Hoover avait reçu de la part de l'agent double Dusko Popov une information concernant la prochaine attaque japonaise sur Pearl Harbor. Dans la mesure où il détestait purement et simplement Popov, donc l'homme qui inspira le plus célèbre détective de Sa Majesté, j'ai nommé James Bond, Hoover refusa de l'écouter et ne transmit pas les informations à la Maison Blanche ni à personne d'autre d'ailleurs. Donc en ce sens, il s'est un peu rendu responsable, d'une certaine façon bien sûr, des attaques de Pearl Harbor. Le chantage reste néanmoins à la portée de n'importe quel idiot, ainsi il est possible qu'Edgar ait aussi été victime de ce chantage. Rappelez-vous, il existait une rumeur selon laquelle Hoover était homosexuel et en couple avec Clyde Tolson. Or, il était possible que la mafia de Chicago de Meyer Lansky, très puissant à l'époque, le faisait régulièrement chanter avec des photos compromettantes. Cela expliquerait d'ailleurs pourquoi Hoover ne s'est jamais attaqué à la mafia ou qu'il s'est montré réticent à le faire lorsque Robert Kennedy le lui a ordonné, et qu'il a totalement arrêté après la mort de JFK et donc l'abolition de la... Enfin, l'abolition. La fin de l'administration Kennedy. De plus, lorsqu'il parlait d'Edgar Hoover, Frank Costello, parrain de la mafia de l'époque, le qualifiait de «goat people», un terme mafieux qui renverrait à des personnes que l'on contrôle. Eh ouais, je sais ça, appelez-moi Don Vito Corleone à partir de maintenant. Cette théorie est confirmée par certains auteurs, comme Anthony Summers dans son ouvrage The Secret Life of J. Edgar Hoover. Lorsqu'il décède le 2 mai 1972 d'une attaque cardiaque, Edgar est inhumé comme un chef d'État. 20 000 personnes défilent devant son cercueil. En presque un demi-siècle, il aura servi 8 présidents, 18 ministres de la Justice qui l'ont tous plus ou moins craint et qui lui ont tous plus ou moins mangé dans le creux de la main. Nixon dira de lui qu'il représentait, je cite, le symbole de l'incarnation des valeurs qu'il chérissait le plus, le courage, le patriotisme, le dévouement de son pays, l'honnêteté et l'intégrité à toute épreuve. Pour l'honnêteté, on reviendra, parce que c'est pas ça. En son honneur, le siège du FBI fut d'ailleurs renommé le J. Edgar Hoover Building le 30 juin 1975, sous la présidence de Ford, qui prit la suite de Nixon après l'affaire du Watergate. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis totalement inculte ou si c'est l'entièreté de la France qui ne s'intéresse pas aux agents du FBI s'ils font autre chose que poursuivre des serial killers, mais je n'avais jamais entendu parler d'Edgar Hoover. Pourtant, un demi-siècle à régner d'une main de fer sur un service fédéral, ça laisse des traces. Et ça en a effectivement laissé, notamment dans la pop culture, et vous nous connaissez, sur le Planning Pastel, on aime faire le tour de la pop culture sur un personnage. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Edgar sous plein de formats, dans une bande dessinée, La Main de Dieu, dans de nombreuses séries, dans quelques jeux vidéo et dans plusieurs films comme J. Edgar Hoover de Clint Eastwood avec dans le rôle principal Leonardo DiCaprio. On le retrouve aussi dans certains romans, dont La Malédiction d'Edgar de Marc Duguin, paru en 2005. Alors, pour avoir vu le film de Clint Eastwood, je l'ai trouvé un peu trop dualiste. Il est bien, hein, mais Edgar est présenté comme une sorte de bad boy incompris au service du bien, et je l'ai trouvé un peu trop éloigné de la réalité du personnage, au contraire du livre de Marc Duguin.
Alors, Marc Duguin, peut-être que le nom vous dit quelque chose. Alors, si comme moi au collège vous avez eu à lire La Chambre des officiers, c'est le même auteur. Mais du coup, dans ce livre, Duguin se place dans une sorte de relecture des souvenirs de Clyde Tolson tout en écrivant une sorte de polar. Il taille en pièces les mythes de la politique américaine, de Roosevelt à Nixon en passant par les Kennedy, en conservant les conceptions que pouvaient avoir Edgar et Tolson sur ces 10 personnages, et vraiment grosse haine visiblement sur les Kennedy, père puis fils, qui sont dessinés comme vraiment en gros des hommes sans foi ni loi, qui sont prêts à tout pour le pouvoir et les femmes. On peut ainsi lire dès les premières pages, vraiment les premières pages, ça doit être la page 30, 35, un truc comme ça, sur Rose Fitzgerald, donc l'épouse de Joseph Kennedy, donc le père de JFK, qu'elle ne réagit jamais aux incessantes trahisons amoureuses de son mari, trop contente de se débarrasser d'une assiduité sexuelle qui n'a pas d'équivalent dans le règne animal. Voilà, ça c'est dit, moi je trouve que ça respire la bonne humeur, la joie et l'amitié fraternelle. Cependant, au travers des pages du livre, Hoover reste quand même extrêmement bien décrit, avec tout ce qu'il peut avoir de détestable, soyons honnêtes. On peut par exemple lire de lui: Edgar aimait le pouvoir, mais il en détestait les aléas. Il trouvait humiliant de devoir le remettre en jeu à intervalles réguliers devant des électeurs qui n'avaient pas le millième de sa capacité à raisonner. Il n'admettait pas non plus que les hommes élus par ce troupeau, sans éducation ni classe, puissent menacer sa position, qui devait être stable dans l'intérêt même du pays. Eh bien voilà, ça c'est dit, on vient de nous traiter de gueux sans intelligence, mais mon petit Teddy, ça s'appelle la démocratie. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode du Planning Pastel. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris de petites choses. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou à nous envoyer un petit message sur Instagram sur le-planning-pastel ou sur Gmail à l'adresse leplanningpastel@gmail.com. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ou non, si vous connaissiez l'histoire et le personnage ou non, si vous aviez déjà vu un film portant sur lui, lu un livre, lu une bande dessinée, joué à un jeu vidéo. Peu importe, on prend tout. On se retrouve lundi prochain, même heure, et en attendant, n'oubliez pas de cocher vos to-do list.